Tshisekedi, qui veut la paix, prépare la guerre. Paix ou piège pour la RDC. Imaginez un instant, au cœur de la forêt amazonienne, sous un ciel chargé de promesses climatiques et de tensions géopolitiques, un président africain, las des trahisons millénaires, tend la main vers une paix fragile, tout en serrant le poing sur son épée. Félix Tshisekedi, depuis Belém do Pará, annonce la fin d'un calvaire diplomatique qui a saigné la RDC pendant des années. Mais est-ce le lever du soleil sur les grands lacs ou l'ombre d'un nouveau crépuscule orchestré par des puissances lointaines? Cette paix, tant attendue, cache-t-elle un accord historique ou un piège tendu par ceux qui n'ont jamais renoncé à piller le cœur battant de l'Afrique centrale? Chers auditeurs d'Africa Flash, mes frères et sœurs de la diaspora, vous qui suivez avec le cœur serré les soubresauts de notre continent, bienvenue dans cette édition où nous disséquons, sans complaisance ni illusion, les méandres de notre souveraineté. Comme chaque fois, nous parlons vrai, avec cette passion qui nous lie à la terre rouge de nos ancêtres, à la dignité des peuples opprimés et à l'espoir indomptable d'une Afrique debout. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un moment pivot pour la République démocratique du Congo, ce géant endormi qui se réveille enfin sous la houlette de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Depuis les rives humides de Belém do Pará, où les pluies tropicales murmurent les secrets de la COP30, notre président a lancé un cri de victoire mesuré. Un appel à la vigilance qui résonne comme un tambour de guerre déguisé en hymne de paix. Écoutez bien. Les processus de Doha et de Washington, ces laborieux pourparlers nés dans les sables qataris et les couloirs de la Maison-Blanche, touchent à leur terme. Une invitation officielle arrive des États-Unis pour signer un accord de paix. Mais dans les yeux de Tshisekedi, on lit non seulement la joie, mais une prudence de chasseur qui sait que le fauve n'est jamais loin. Revenons en arrière, car pour comprendre la gravité de cet instant, il faut fouiller les strates de notre histoire, ces couches de sang et de trahison qui imprègnent les collines verdoyantes de l'Est congolais. La RDC, cette terre bénie et maudite, n'a connu que trop peu de répit depuis les années 90. Souvenez-vous, la chute de Mobutu en 1997, ce premier vent de libération, porté par Laurent-Désiré Kabila, allié à un jeune Paul Kagame dont les ambitions tutsi rwandaises flamboyaient déjà comme un feu de brousse. Ce qui fut une alliance contre le dictateur zaïrien devint vite une voracité insatiable. Le Rwanda, ce petit État aux 1000 collines, a vu dans le chaos congolais une aubaine pour ses intérêts. Minerais coltants, or, cassitérite, ces veines d'or qui font battre le cœur économique du monde. Les accords se sont succédés comme des mirages. Lusaka en 1999, Sun City en 2002, Goma en 2008, et chacun a été piétiné par Kigali qui n'a jamais digéré la défaite de ses proxys. Ces rebelles Hutus et Tutsis manipulés comme des pions sur un échiquier géant. Kagame, ce stratège impitoyable, forgé dans les feux du génocide de 1994, a transformé le Rwanda en forteresse high-tech, mais au prix d'un expansionnisme qui ronge les frontières de ses voisins. Il a armé le M23, ce fantôme Tutsi qui hante Goma depuis 2012, violant accord sur accord, massacrant civils et pillant sans vergogne. Qui pourrait oublier les rapports accablants de l'ONU, ces dossiers jaunis par le temps qui accusent Kigali de soutenir des milices avec une efficacité allemande, tout en niant de la bouche de ses diplomates. C'est dans ce bourbier que s'inscrivent les processus de Doha et de Washington. Nés
en 2022 comme des phénix diplomatiques au milieu des flammes. Doha, sous l'égide qatari, a réuni autour d'une table les belligérants du M23 et les représentants congolais, avec la bénédiction discrète de l'Arabie saoudite et des Émirats, ces médiateurs pétroliers qui flairent les opportunités au-delà des dunes. Washington, de son côté, a injecté l'oncle Sam dans l'équation, via le département d'État et ses envoyés spéciaux, motivés non par un amour soudain pour l'Afrique, mais par la nécessité de contrer l'influence chinoise dans les mines du Katanga. Les États-Unis, qui ont fermé les yeux sur les exactions rwandaises pendant des décennies, rappelez-vous les livraisons d'armes discrètes via le Rwanda pendant les guerres du Congo, se réveillent aujourd'hui pour imposer un cessez-le-feu. Pourquoi maintenant? Parce que le monde change. La guerre en Ukraine a révélé la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement en minerais rares, essentiels aux batteries des Tesla et aux missiles hypersoniques. La RDC, avec ses 70% des réserves mondiales de cobalt, n'est plus un simple terrain de jeu pour aventuriers. C'est un levier stratégique dans la nouvelle guerre froide entre blocs. Tshisekedi, en annonçant la fin de ces processus depuis Belém, n'est pas seulement un héros de la paix, il est un joueur d'échecs qui avance sa reine au bord du précipice. Mais attention, chers amis, car la paix n'est pas un don du ciel. Elle se forge dans le feu de la préparation. Qui veut la paix, prépare la guerre. Ce vieil adage latin que nos ancêtres swahili ont gravé dans leurs proverbes résonne ici comme un avertissement solennel. Tshisekedi doit l'incarner, non comme un slogan, mais comme une doctrine. Kagame ne peut être trusté. Ce mot anglais colle à la peau de cet homme comme une seconde peau de serpent. Combien d'accords a-t-il signé pour les rompre au premier souffle de vent contraire? Le cessez-le-feu de 2013, arraché à Kampala, n'a duré que le temps d'un battement de cils avant que les fusils ne crépitent à nouveau à Rutshuru. L'accord de Luanda, en 2022, sous l'impulsion angolaise, a vu le M23 reprendre du poil de la bête, nourri par des cargaisons d'armes rwandaises camouflées en aide humanitaire. Kagame, ce maître de la duplicité, gouverne son pays d'une main de fer, écrasant toute dissidence interne tout en projetant une image de stabilité africaine auprès de l'Occident. Il a séduit Washington avec ses réformes économiques, ses partenariats avec les firmes tech américaines et même ses interventions au Mozambique contre les djihadistes, masquant ainsi ses appétits expansionnistes. Mais au fond, ses motivations sont claires. Sécuriser les frontières congolaises pour ses élites Tutsis, contrôler les flux de minerais qui irriguent l'économie rwandaise, 80% de ses exportations en or et coltan proviennent illégalement du Congo selon les experts indépendants. Et derrière lui, une alliance tacite avec l'Ouganda de Museveni, ce duo infernal qui rêve d'un grand Rwanda étendu jusqu'au lac Kivu. Tshisekedi, en tant que commandant en chef, doit donc passer à l'étape suivante. S'asseoir avec ses généraux de la FARDC, non pour des discours protocolaires, mais pour une reprise en main quotidienne, implacable. Les forces armées de la RDC, cette armée mosaïque forgée dans les braises des guerres passées, a trop longtemps souffert de purges, de corruption et d'ingérences étrangères. Il est temps de la transformer en rempart souverain avec des entraînements intensifs, des équipements modernes, pourquoi pas via cette coopération bilatérale naissante avec le Brésil que Tshisekedi a évoquée avec Lula. Imaginez des drones brésiliens patrouillant les cieux de l'Ituri, des formations en guérilla jungle inspirées des opérations amazoniennes contre les narcotrafiquants, un échange de renseignements qui lie les rivières du Congo aux affluents de l'Amazone. Le Brésil, ce géant sud-américain
qui connaît les affres des frontières poreuses et des ressources convoitées, offre à la RDC un partenariat sud-sud authentique, loin des conditionnalités du FMI. Lula da Silva, avec son charisme de lutteur social, a tendu la main non par pitié, mais par solidarité, deux nations forestières, deux économies émergentes, unies contre le pillage nordiste. Dans le domaine de la sécurité, cela pourrait signifier des protocoles conjoints contre les groupes armés. En commerce, des corridors fluviaux pour exporter le café congolais vers les marchés brésiliens. En agriculture, des semences résistantes au climat qui transforment les terres arides du Kasaï en greniers à blé. C'est une bouffée d'air frais, un contrepoids à l'emprise rwandaise, et Tshisekedi l'a bien perçu lors de ses entretiens fructueux. Pourtant, la prudence du président est le fil conducteur de son allocution en lingala, cette langue du peuple qui porte en elle les échos des marchés de Kinshasa et des villages du Bandundu. Dans les jours qui suivent, la Maison-Blanche va nous adresser l'invitation officielle, a-t-il dit, mais sans fanfare excessive. Pourquoi cette retenue? Parce que l'histoire de la RDC est un palimpseste de promesses trahies. Souvenez-vous de Camp David en 1978, où Sadat et Begin signèrent la paix israélo-égyptienne, sous l'égide américaine, pour voir l'Égypte isolée par la suite. Ou plus près, les accords de Dayton pour la Bosnie, qui gelèrent le conflit sans le résoudre, laissant des bombes à retardement. Ici, à Washington, l'accord pourrait imposer un retrait du M23, une démilitarisation des zones frontalières et même des sanctions contre Kigali si les violations persistent. Mais qui garantit l'exécution? Les États-Unis, avec leur double jeu habituel, vendant des armes au Rwanda via des intermédiaires tout en prêchant la paix? Ou le Qatar, qui finance à la fois les talibans et les pourparlers afghans? Tshisekedi sait que la paix durable exige plus qu'une signature. Elle demande une refonte des alliances régionales. L'Union africaine, trop souvent paralysée par des divisions, doit se réveiller. La SADC, sous la férule sud-africaine, doit déployer ses casques bleus, non comme figurants, mais comme force de dissuasion. Et l'EAC, cette communauté est-africaine où le Rwanda joue les troubles-fêtes, doit être rééquilibrée par une voix congolaise tonitruante. Plongeons plus profond dans les motivations des acteurs, car rien n'est gratuit dans ce théâtre des ombres. Pour Tshisekedi, cet accord est un pari existentiel. Élu en 2018 dans un scrutin controversé, reconduit en 2023 au milieu des contestations, il porte le fardeau d'une présidence qui doit non seulement pacifier l'Est, mais relancer une économie exsangue. Le conflit du M23 a déplacé 1,7 million de personnes, ravagé les plantations de thé à Masisi et fait bondir l'inflation à 20% à Goma. Signer la paix à la Maison-Blanche, c'est un coup de maître. Il consolide son image de leader panafricain, attire les investissements, imaginez les milliards d'Alphabet ou de Tesla affluant vers le cobalt éthique et marginalise l'opposition interne, ces voix qui l'accusent de mollesse face à Kagame. Mais les risques sont immenses. Si Kagame sabote l'accord, comme il l'a fait tant de fois, Tshisekedi apparaîtra faible, et les faucons au sein de la FARDC pourraient se retourner contre lui. D'où l'urgence de cette reprise en main militaire. Des briefings quotidiens avec les colonels, des audits des chaînes de commandement pour éradiquer la corruption qui gangrène les unités, des alliances avec des partenaires fiables comme la Russie. Oui, malgré les sanctions occidentales, Moscou propose des hélicoptères Mi-24 pour les FARDC, ou la Chine, qui bâtit déjà des routes en échange de minerais. Quant à Kagame, ses calculs sont ceux d'un survivaliste. À 68 ans, il prépare sa succession dans un Rwanda où la dissidence est un crime capital. Le soutien au M23
n'est pas qu'une lubie géopolitique. C'est un filet de sécurité pour ses généraux, une manne financière pour ses oligarques et un moyen de défier le Burundi et l'Afrique du Sud, ses voisins qui l'ont ouvertement accusé d'ingérence. Mais l'invitation américaine le coince. Refuser l'accord serait se faire un ennemi de Biden ou de qui que ce soit à la Maison-Blanche en 2025, avec les élections US qui approchent comme un orage. Accepter, c'est risquer une humiliation publique si ses proxys refusent de plier bagage. Et Lula, dans tout cela, le Brésilien, avec son projet de BRICS élargi, voit en Tshisekedi un allié pour contrer l'hégémonie atlantiste. Leur coopération sud-sud n'est pas anodine. Elle pourrait inclure des forums tripartites Congo-Brésil-Angola pour sécuriser les bassins du fleuve Congo, ou des échanges agricoles où le savoir-faire brésilien en soja irrigué booste les rendements congolais, réduisant la dépendance aux importations alimentaires qui saignent le budget national. Les conséquences d'un tel accord, s'il tient, seraient titanesques, un séisme qui remodèlerait les Grands Lacs. Imaginez Goma, cette perle lacustre aux rues animées de boutiquiers et de pêcheurs, redevenant un hub de tourisme éco-responsable, avec des sentiers pédestres le long du Nyiragongo au lieu de tranchées de fortune. L'Est congolais, libéré des milices, pourrait exploiter ses richesses légalement. Des coopératives de mineurs à Walikale gérées par des locaux, des usines de transformation à Bukavu qui emploient des milliers de femmes, brisant le cycle de la pauvreté qui alimente les recrues rebelles. Économiquement, la RDC bondirait. Une paix stable attirerait 10 milliards de dollars d'investissements annuels, selon les projections des économistes de la Banque mondiale. Non pas pour les mains avides des multinationales, mais encadrées par des lois souverainistes qui imposent 60% de participation locale. Géopolitiquement, cela marginaliserait Kagame, forçant le Rwanda à une introspection. Comment survivre sans le pillage? Peut-être en investissant dans une vraie intégration est-africaine, avec des chemins de fer reliant Kigali à Kisangani, transformant les ennemis en partenaires commerciaux. Mais si l'accord capote, le spectre est terrifiant. Kagame, acculé, pourrait doubler la mise. Une offensive éclair sur Minembwe, des attentats contre les convois humanitaires, une propagande qui accuse Tshisekedi de collusion avec les Hutus du FDLR, ces rescapés du génocide que Kigali utilise comme épouvantail. La RDC plongerait alors dans un cycle de violence accrue, avec des réfugiés affluant vers l'Ouganda et le Tanzanie, des famines dans le Nord Kivu, et une intervention de la MONUSCO prolongée indéfiniment, ce mastodonte onusien qui protège plus qu'il ne pacifie. L'Afrique entière en pâtirait. La SADC verrait ses efforts de médiation ridiculisés, l'UA son autorité érodée, et le continent exposé aux appétits des puissances extérieures. La Chine accélérerait ses contrats miniers au Katanga, la Russie ses livraisons d'armes, et les États-Unis, frustrés, pourraient pivoter vers une realpolitik plus cynique, armant discrètement les anti-Kagame pour équilibrer la balance. C'est ici que l'urgence nous frappe, chers auditeurs, comme un coup de tonnerre dans la nuit équatoriale. Tshisekedi n'est pas seul, il porte en lui l'âme de Lumumba, ce visionnaire assassiné pour avoir rêvé d'une Afrique unie et souveraine. Sa prudence à Belém n'est pas de la timidité, mais de la sagesse. Il sait que la paix se gagne par la force, pas par la naïveté. Il doit, dès demain, convoquer ses états-majors, réformer la FARDC en une armée professionnelle. 200 000 hommes entraînés, équipés de radars anti-drones et de systèmes de communication inviolables. Il doit tisser des alliances inattendues, avec le Kenya de Ruto pour des patrouilles conjointes sur le lac, avec l'Éthiopie d'Abiy pour partager des leçons sur la pacification post-conflit,
et surtout avec le Brésil, ce pont sud-sud qui ouvre des horizons insoupçonnés. Lula n'est pas qu'un allié, il est un miroir. Deux leaders issus des luttes populaires, deux nations forestières pillées par le Nord, deux peuples qui refusent la fatalité. Et vous, diaspora congolaise du Brésil, du Portugal, des États-Unis, qui avez applaudi les mots de Tshisekedi en lingala, sachez que votre rôle est crucial. Remettez des fonds pour les écoles de Goma, pressez vos gouvernements hôtes pour des sanctions contre les importateurs de coltan sale, devenez les ambassadeurs d'une RDC fière, pas suppliante, car la souveraineté n'est pas un cadeau. Elle se conquiert dans les veilles solitaires, les négociations âpres, les sacrifices anonymes. Les processus de Doha et de Washington s'achèvent. Mais le vrai combat commence, celui d'une paix armée, vigilante, africaine. Au fil des jours qui suivent, alors que l'invitation de la Maison-Blanche atterrit sur le bureau présidentiel à la Cité de l'Union africaine, le monde retiendra son souffle. Sera-ce le début d'une ère de prospérité où les enfants de l'Ituri grandiront sans entendre le sifflement des balles, ou un nouveau chapitre de Dupri, où Kagame rira dans sa barbe bien taillée tandis que Kinshasa pleure? L'histoire, cette grande conteuse impitoyable, nous le dira. Mais une chose est sûre, sous Tshisekedi, la RDC ne sera plus la victime résignée. Elle sera le lion qui rugit, les griffes sorties, prête à bondir pour sa liberté. Dans les couloirs feutrés de Belém, où les diplomates slalomant entre discours sur le climat et aparté sécuritaire, Tshisekedi a aussi semé les graines d'une renaissance économique. Parlez-moi de cette coopération avec le Brésil. Ce n'est pas un vœu pieux, mais un plan concret. L'agriculture, d'abord, la RDC, avec ses 82 millions d'hectares arables sous-exploités, pourrait absorber les techniques brésiliennes de rotation des cultures, boostant le manioc et le maïs pour nourrir non seulement ses 100 millions d'habitants, mais exporter vers l'Afrique australe. Le commerce ensuite, des accords douaniers préférentiels qui ouvrent les ports de Matadi aux navires brésiliens, facilitant l'échange de bois durables contre des machines agricoles. Et la sécurité, enfin, des exercices conjoints dans les forêts du Mayombe où les para-congolais apprennent des commandos brésiliens à traquer les trafiquants, qu'ils soient en diamants ou en cocaïne. C'est une vision sud-sud qui défie l'ordre mondial. Pas de prêts empoisonnés, pas de clauses d'ajustement structurel, juste une solidarité entre égaux forgée dans le feu des indépendances. Pourtant, ne nous leurrons pas, les ombres planent. Kagame, ce tisseur de toiles d'araignée, a des alliés insoupçonnés. Pensez à Israël, qui fournit au Rwanda des drones de surveillance en échange de, disons, des silences complices sur les ventes d'armes au Moyen-Orient. Ou à la France, qui, malgré ses discours vertueux, ferme les yeux sur les filières rwandaises de coltan vers Paris, via des usines de joaillerie. Tshisekedi doit naviguer ce labyrinthe avec la ruse d'un Nzema, ces chasseurs congolais légendaires. Sa reprise en main de la FARDC n'est pas une option, c'est une nécessité. Imaginez des commandos d'élite, formés à Brazzaville avec les Gabonais, infiltrant les lignes du M23 pour des opérations chirurgicales. Des cyberunités, inspirées des Brésiliens, hackant les communications rwandaises pour anticiper les trahisons. Et une mobilisation populaire, des milices citoyennes encadrées par l'État, protégeant les villages comme les Imbonerakure au Burundi, mais sans leur dérive ethnique. Les enjeux humains, ils nous tordent le cœur. Dans les camps de Mugunga, près de Goma, 120 000 âmes croupissent sous des bâches trouées, leurs enfants grandissant avec l'odeur de la peur. Une paix signée pourrait les renvoyer chez eux, reconstruire des écoles où l'on enseigne non la haine, mais l'histoire vraie,
celle d'un Congo uni, du Katanga au Kivu, où les Banyamulenge et les Nand cohabitent en frères. Mais si Kagame persiste, ces camps deviendront des foyers de radicalisation, alimentant un djihadisme importé du Sahel, ou pire, une balkanisation rampante, où l'Est glisse vers un protectorat rwandais. L'Afrique ne peut se le permettre. Les grands lacs sont le poumon hydrique du continent. Le lac Kivu, avec ses méthaniers enfouis, un trésor pour l'énergie verte. Perdre cela, c'est hypothéquer l'avenir de milliards. Tshisekedi, en s'adressant à la diaspora brésilienne, a touché une corde sensible, celle de l'exil, ce mal africain qui disperse nos talents. Ces ingénieurs congolais à São Paulo, ces médecins à Rio, ils sont le capital humain que Kigali nous vole avec ses bourses sélectives pour les Tutsis. Ramenez-les, dit-il implicitement, avec des incitations fiscales pour les rapatriements, des hubs tech à Lubumbashi, inspirés de Kigali, mais sans le totalitarisme. C'est une renaissance, une RDC qui attire, pas qui repousse. Au terme de ces 48 heures à Belém, Tshisekedi repart non les mains vides, mais le cœur chargé d'une mission. La paix avec le Rwanda? Peut-être, mais une paix congolaise, souveraine, impitoyable envers les traîtres. Chers auditeurs, restez vigilants, soutenez nos voix et rappelez-vous, l'Afrique n'est pas un damné de la terre. Elle est le berceau de l'humanité et son heure de gloire approche. À la prochaine avec la flamme d'Africa Flashes.